Volksvertegenwoordigers, meneer de voorzitter van de Auschwitz-stichting, in het bijzonder mevrouw Caillet, ik wou u allemaal bedanken voor uw steun en voor uw erkenning die vandaag aan mijn 20 jaar lang durige werk is toevertrouwd. Het treft me in het bijzonder diep. Ik ben echt nu onder de indruk. Ik wou ook een woordje zeggen voor al diegenen die in de schaduw werken, de archivarissen. Die zijn heel belangrijk voor ons onderzoek en die zijn echt onmisbaar qua kennis, qua expertise. Mijn thesis wou de focus leggen op een verzamelplaats. Die type van studie is tamelijk nieuw. Het is enkel 2 jaar geleden dat bijvoorbeeld een echt algemene opsomming over Drancy verschenen werd. De eerste door Annette Wievorka, de tweede door Denis Péchanski. En ik wou dus het verhaal van die bijzondere plekken naar boven brengen. Alors dans ma thèse, je n'ai pas voulu faire de grands schémas, de grandes théories. J'ai voulu remettre le focus tout à fait sur des parcours individuels, sur des histoires de vie, sur ce qui rend ce lieu tragique qui était la caserne d'Ossat, camp de rassemblement pour juifs, un lieu particulier, un lieu vivant, une société en vase clos. Évidemment, dans ma thèse, je tiens compte des interactions entre les bourreaux, les victimes et ce qu'on appelle les bystanders. J'ai également voulu remettre une hiérarchie dans ce camp et faire un parallèle avec le fonctionnement des camps de concentration classiques. Évidemment, à Malines, il n'y a pas autant de violence, ce n'est pas un lieu de mort, mais c'est un lieu de souffrance et c'est un lieu où les Allemands impriment déjà cette hiérarchie qui les caractérise dans les camps de concentration. J'ai pu faire ce travail en recourant à des sources nouvelles, ou en tout cas des sources qui n'avaient pas été explorées jusqu'ici. Les sources de l'auditorat militaire, parce que c'était un des seuls moyens que nous avons pour connaître finalement la vision des bourreaux juste après la guerre. Après, évidemment, la plupart d'entre eux soit se taisent, soit ne sont plus en mesure de témoigner. C'est aussi une manière de prendre le témoignage des survivants, de ces détenus aussi de la caserne d'Ossat qui n'ont pas été déportés, de remettre ces témoignages en forme et de prendre connaissance ce qui était dit et ce qui était posé comme question à chacun de ces témoins dans l'immédiat après-guerre. Les procès que j'ai étudiés se situent entre 1945 et 1951. Donc c'est une période qui est très courte après la guerre. Alors j'ai aussi voulu étudier la caserne d'Ossat comme un lieu carcéral, un lieu d'emprisonnement, un emprisonnement certes particulier, en tenant compte de toute la richesse de ce lieu, de toutes les interactions entre les personnes qui étaient présentes, qui étaient impliquées, qu'il s'agisse des victimes, des bourreaux ou des bystanders. Et là, on voit que ces catégories théoriques qui ont été établies ne sont pas des catégories fermées. C'est-à-dire que quelqu'un peut être d'une part dans la catégorie des victimes et à côté de cela, dans la catégorie également des bourreaux. Je prends pour exemple le premier chef juif du camp, Ernst Mayr, qui est un juif qui est interné à Malines en tant que juif, mais qui cependant est un véritable partisan du nazisme.
J'ai voulu donc combler un vide historique parce que jusqu'ici la caserne d'Ossat n'avait été abordée que très périphériquement. C'est souvent un passage pour parler d'autre chose, mais il n'y avait pas vraiment une étude qui était consacrée à cette caserne. Et donc, c'était pour moi l'occasion de combler ce vide. J'ai commencé à rassembler des documents sur la caserne d'Ossat avec l'ouverture du vieux musée juif de la déportation qui avait été fondé par Nathan Ramet. Petit à petit, j'ai rassemblé ces documents, j'ai pris des copies et au fur et à mesure, évidemment, je me suis rendu compte de ce vide historique qui était là laissé. Et c'est avec l'autorisation de Herman van Goethem, premier directeur de caserne d'Ossat, que j'ai pu consacrer au cours des 2 années de rédaction de ma thèse une partie de mes journées de travail à ce travail de rédaction et de mise en forme de ce que j'avais trouvé. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est de mettre en scène les gens dans leur complexité, dans leur diversité, les luttes de pouvoir à l'intérieur de la caserne d'Ossat, les luttes de pouvoir entre des détenus allemands, par rapport aux détenus belges, par rapport à ce qu'on appelle les Mischlinge ou les Mischehe, ou d'autres détenus de statut particulier. Et ce que j'ai surtout voulu faire aussi, c'est de montrer cette interaction qui existait entre le nazi, le maître de la caserne d'Ossat, et toute cette population détenue qui est passée par là et qui a été pour la plupart déportée. Sur plus de 25 845 déportés de la caserne d'Ossat, nous recensons aujourd'hui 1251 survivants, moins de 5%. C'est un bruit statistique, comme le disait Maxime Steinberg, c'est un pourcentage tellement insignifiant qu'il est bel et bien le signe d'une volonté génocidaire, d'un génocide qui a été perpétré par rapport à cette population juive. Ce qui m'a intéressé donc dans cette caserne d'Ossat, c'est surtout de la remettre dans son contexte européen, de voir les interactions qui la reliaient à Drancy ou à Westerbork. On voit que pour les 3 camps de rassemblement, les décisions sont prises à Berlin, elles sont répercutées par les Judenreferent, les responsables de la solution finale dans chacun de ces pays, et ont donné des résultats très différents. Et ce qu'il faut par-dessus tout oublier, ne pas oublier, à côté de la vie quotidienne et du fonctionnement du camp, c'est que la caserne d'Ossat, comme Drancy, comme Westerbork, est un maillon dans la chaîne de l'extermination. C'est ça qui est essentiel. La règle pour ces déportés, c'est la mort. C'est la déportation, c'est la chambre à gaz, c'est l'élimination à l'arrivée. La survie, c'est l'exception. Et le fait de rester à Malines et de ne pas être déporté concerne à peu près 1500 personnes sur plus de 26 000 qui sont passées. Et alors, ce que j'ai aussi voulu mettre en lumière, c'est le cynisme des nazis à impliquer profondément les victimes juives dans leur propre destruction. Et donc, j'ai mené ma thèse un petit peu à la façon d'un roman policier, sans me mettre de cadre théorique ou schématique, toujours en mettant l'humain au centre de mes préoccupations. Et c'est peut-être ce qui me permet de rendre un tableau, je crois, assez vivant de cette caserne d'Ossat, assez dynamique et j'espère assez abordable et compréhensible pour les non-initiés. Et voilà, je termine mon intervention ici en remerciant encore une fois tout particulièrement Madame Caillet qui a soutenu ce travail, qui a peut-être eu le coup de cœur pour cette histoire de multiples individus. Et je remercie évidemment la Fondation Auschwitz parce que c'est un pas important pour moi sur le plan de ma carrière. Ça me fait particulièrement chaud au cœur
je suis assez émue ce soir. Et voilà, je vais terminer ici. Merci encore de votre soutien.